Nous allons donc démarrer ce débat inversé sur les enjeux du partage de la donnée et des communs pour la Green Tech. On démarre avec une présentation classique de chacun des intervenants. Sébastien, je te propose de démarrer. Bonjour, Sébastien Soriano, je suis le directeur général de l'IGN, l'institut qui fait les cartes pour la France et aussi l'inventaire de la forêt. Et j'ai plein de bons souvenirs et de souvenirs moins bons aussi, mais j'ai plein de souvenirs dans cette salle. Bonjour, je suis Chloé Claire, je suis CEO de Nemer. Nemer, c'est une entreprise qui produit des données sur les bâtiments, sur les territoires et sur l'environnement afin de piloter ses projets avec des informations fiables et complètes et en particulier sa transition écologique autour de son parc immobilier. Bonjour, je suis Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor. J'ai remis un rapport au Premier ministre l'année dernière sur les codes sources des données d'intérêt général et l'open data que j'ai commis avec plusieurs inspecteurs des différents corps d'inspection et en compagnie de Renaud Vedel et Stéphanie Combe. Bien, rebonjour, puisque je vous ai dit un tout petit mot avant les ministres tout à l'heure. Thomas Le Sueur, donc commissaire général au développement durable, c'est-à-dire une des directions générales du ministère de la Transition écologique et qui a la chance d'héberger en son sein Ecolab. Merci Thomas. Donc Thomas Cotinet, donc je dirige Ecolab dans les équipes de Thomas Le Sueur, une équipe qui a deux missions principales. La première qui est de contribuer à animer l'écosystème français Green Tech, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et la deuxième mission consiste à être un laboratoire d'innovation par la donnée pour moderniser les politiques publiques de la transition écologique et augmenter leur impact. Donc je vais vous expliquer en quelques mots d'abord le principe du débat inversé. Donc c'est assez simple en fait. Vous êtes habitués à ce type de conférence où des experts, des décideurs, des sachants débattent et présentent leur point de vue. Et en général, on prépare un petit temps d'échange avec la salle et puis ça dérape. Les échanges sont intéressants. Donc très souvent, cette séquence-là est sacrifiée. Donc là, l'idée, c'est de démarrer en vous donnant à vous la parole sur ce sujet. On sort d'une décennie avec un effort très important qui a été fait sur l'open data, sur l'ouverture de la donnée. Le rapport d'Éric Botorel est venu pointer le fait que les enjeux étaient bien plus importants, donc avec notamment une notion de partage de la donnée, aussi une notion de données d'intérêt général, les données des acteurs privés pouvant servir à l'intérêt général. Toutes ces notions émergent. Donc vous êtes en grande partie des actrices et des acteurs de la Green Tech qui soit produisez des données, soit vous en avez besoin, ou les deux. Donc vous avez sûrement des convictions sur l'importance de la data pour le développement de votre business, pour votre capacité à innover, et puis peut-être des choses à nous dire sur la possibilité d'accéder à ces données, de les exploiter, leur coût peut-être, et puis le potentiel que vous y voyez. Donc le principe, ce sont des interventions qui vous sont proposées de faire. Vous pouvez donner un avis, vous pouvez poser une question, voilà, et on fait ça pendant une grosse vingtaine de minutes. Et ensuite, chacun des intervenants va partager avec vous sa vision du sujet et en prenant en compte ou pas, chacune est libre, les commentaires que vous aurez faits ou les questions éventuellement que vous aurez posées. Donc voilà le principe de ce débat inversé. Donc il y a 2 ou 3 personnes dans la salle. Donc il y a Mathieu qui est là-bas. Est-ce qu'il y a une autre personne au moins pour... oui, Hélène qui est ici pour le micro. Très classiquement, je vous propose de lever la main si vous souhaitez démarrer. Donc il y a une intervention ici, Hélène, et une autre là-bas. Bonjour. Sébastien Frein, société Algama. Nous, on valorise des algues pour l'industrie agroalimentaire. Et en fait, dans le process de mesure de notre activité, on a eu parfois un peu de mal à récupérer et interpréter les données typiquement de l'ADEME. Et je voulais savoir si c'est des sujets sur lesquels vous serez amenés peut-être à nous aider pour faciliter la récupération, l'interprétation et la mise en œuvre de toutes ces données publiques demain. Merci. Une autre intervention ? Présentez-vous à chaque fois, n'hésitez pas à vous présenter votre structure. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Laure Wagner, je suis une ex-Blablacar et fondatrice de 1 km à pied, qui n'est pas une application de marche, mais une solution d'analyse des trajets domicile-travail pour favoriser les plans de mobilité employeurs et les mobilités géographiques pour réduire les trajets à la source.
On utilise donc beaucoup de data, et la data, je vais aller dans votre sens, facilite grandement les projets, et notamment pour éviter de faire des projets vélo, là où il n'y a aucun salarié qui pourrait vraiment venir à vélo parce qu'on le voit sur la carte, ou inversement. Et il y a 2 sujets que je voulais porter à votre attention. C'est que du coup, on analyse les trajets avec 3 API aujourd'hui. Google Maps pour les trajets en voiture, Navicia pour les trajets en transport en commun et GeoVélo pour le vélo. Et des gros employeurs, parce qu'on commence à travailler, on a une vingtaine de clients et de plus en plus gros, nous challenge sur Google Maps. Et donc, il faudrait qu'on ait une API française aussi performante que Google Maps pour calculer tous les trajets en voiture qui prennent en compte la circulation, etc. Parce que dans le cadre du RGPD, on nous challenge sur le fait que les données partent potentiellement aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, pour favoriser la transition, je pense que les entreprises sont clés, sur les trajets domicile-travail en tout cas. Et aujourd'hui, les plans de mobilité employeurs ne sont pas... Enfin, ils sont censés être obligatoires, mais ne le sont pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de deadline, ni de contraintes financières, ni rien. Donc pourquoi pas ouvrir sur l'API société un petit check de dire cette entreprise a fait son plan de mobilité pour au moins favoriser, reconnaître, mettre en lumière celles qui le font, et elles sont aujourd'hui moins de 10% en France. Voilà, merci. Merci. Si vous voulez vous exprimer longuement, n'hésitez pas. Le but, ce n'est pas de poser une question. Vous pouvez aussi développer un propos, partager encore une fois vos convictions. Donc, je vois qu'il y a une intervention là-bas. Et moi, je suis de l'autre côté. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je suis Clément Marty, cofondateur de la jeune start-up Unico, qui est labellisée Green Tech Innovation et hébergée à l'Ecolab. Du coup, on traite plutôt pas mal de ces questions de données, d'économie circulaire, d'environnement. Déjà, merci de nous donner la parole et de nous rendre un petit peu acteurs du débat en amont. Je trouve cette démarche hyper intéressante et ça viendra conforter la petite question, ou en tout cas l'interrogation que j'entends soulever. Concrètement, nous, on a pour ambition de faciliter et d'optimiser toute la logistique liée à la collecte des déchets ménagers, tout type de flux confondus. On travaille aussi bien avec des acteurs publics, privés, associatifs. Et on a la chance en fait, d'avoir cette dualité au niveau de notre travail et de pouvoir se retrouver aujourd'hui avec des ministres, avec des intervenants qui ont une vraie aura et qui ont des thématiques de gouvernance, de stratégie au niveau de la filière qui sont hyper pertinentes. Et de demain, par exemple, me retrouver en plein milieu du Vercors avec des collecteurs de déchets et les chauffeurs à bord des camions. Du coup, je trouve que c'est important d'arriver à intégrer également le chauffeur, l'utilisateur final dans cette démarche-là, notamment parce qu'on s'est aperçu, nous, à travers notre travail, que capter l'information, c'était un sujet, mais c'était un sujet auquel on pouvait répondre facilement avec des capteurs, avec des systèmes de pesée embarqués, avec de la RFID, avec une interaction au niveau des usagers. L'enjeu, c'était plutôt de savoir comment on pouvait le rendre lui-même acteur de cette donnée-là, en lui permettant de la préserver, d'en avoir la visibilité et de garder en transparence. Un exemple tout concret, globalement, quand nous on est à bord des camions de collecte, l'enjeu c'est d'arriver à faire remonter des dépôts sauvages, des bacs cassés, des incivilités au niveau du tri en permettant de caractériser le territoire en fonction de ses performances. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien. Par contre, l'enjeu, c'est le lendemain, une fois que moi j'ai caractérisé un dépôt sauvage, comment je suis en capacité de restituer à mon chauffeur l'information que ça a bien été traité, dans quelle mesure, et comment lui se sent valorisé par rapport au travail qu'il a fourni. On peut l'étendre à tout type d'usagers, tout type de producteurs, vous, moi, nous tous. Donc du coup, ma question c'est la suivante, partager la donnée, c'est un enjeu qui est évident. Comment on peut être maintenant à même de la préserver et de rendre l'usager final acteur de sa production de données en lui-même. Merci. D'autres questions? Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Donc moi, je m'appelle Farid. Je suis le président de la start-up Tech4Gaia. Pour faire très simple, on s'est donné pour mission de préserver 1 milliard d'abeilles. Donc on le fait grâce à la technologie, effectivement, puisque l'on monitore l'activité des pollinisateurs. Et lorsque l'on sait qu'un pollinisateur va bien sur son territoire, en l'occurrence l'abeille, c'est que l'écosystème dans lequel elle évolue est plutôt sain. Donc on va pouvoir effectivement produire de la donnée et fournir ces éléments au territoire, donc aux collectivités, à la recherche. La question est autour des jumeaux numériques, donc en faveur de la biodiversité, en tout cas des villes durables. De quelle manière on peut être accompagné sur de l'open data et est-ce que vous avez des programmes d'accompagnement dans ce sens-là? Voilà, merci à vous. Merci. Bonjour, Brandon Marc Missolo, je suis responsable de compte au sein de la société Arval BNP Paribas. Et donc du coup, Arval est leader de la mobilité, que ce soit au niveau de l'automobile, mais également au niveau des nouvelles solutions de mobilité. Et bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'accentuer sur l'aspect mobilité, mais plus sur l'aspect de la ville intelligente, au vu notamment du thème qui est le partage des données pour les communs. Je sais que plusieurs nations dans le monde ont une certaine avance.
Je pense notamment aux villes de Canberra en Australie, avec des projets de développement assez poussés, notamment par l'économie de leur lumière, on va dire, publique, et également par le système de cloud computing avec leur partenariat via Microsoft Azure, ou également Tel Aviv qui investit énormément dans une mobilité plus propre, plus verte, en élargissant ses pistes cyclables et également en mettant davantage le citoyen au cœur de la ville intelligente, sur le principe de Rudolf Gimfinger, un professeur spécialiste de la technologie urbaine en Autriche. Du coup, ma question est la suivante. Quelles sont les actions que la France mène à ce niveau? Parce qu'actuellement, il est vrai que la France n'est pas aussi bien réputée que d'autres pays du monde en ce qui concerne le développement des villes intelligentes. Du coup, peut-être que vous avez des informations ou des éléments pertinents à partager sur le sujet. Merci. Merci. Oui, bonjour à tous. Jean-Yves Orcel, moi je suis le CEO d'une start-up qui s'appelle SGID, qui a monté un concept de déchetterie, ce que j'ai appelé la déchetterie 4.0, sur laquelle l'objectif c'est que mes particuliers, mes professionnels soient accueillis sur une plage horaire déterminée, que derrière, une fois qu'ils se présentent à la déchetterie, eh bien, très simplement, ils vont pouvoir, comme c'est le cas à la pompe à essence, nous dire eh bien, 80% de déchets verts, 20% de tout venant. Je les enverrai sur une benne, je les pèse au passage avec une start-up qui est dans la salle et qui a fait ses preuves sur les chantiers du Grand Paris Express. Et derrière, je vais, avec la blockchain, ce qui est tout à fait original, proposer de faire payer en fait, les professionnels en monnaie locale avec cette fameuse blockchain. Donc, ma question, elle est, comment est-ce que vous voyez l'introduction de la blockchain dans nos métiers, ce qui est vraiment, apparemment, quand même novateur. Et derrière, mon idée, c'est que les particuliers puissent aussi participer au principe, dans la mesure où ils photographieraient leur vieille machine à laver, et derrière, eh bien, ils pourraient être récompensés en token vert, par exemple. Et l'objectif, c'est de dire, ben voilà, une machine à laver, c'est 1,5 token vert en fonction de l'équivalent carbone de la machine à laver. Voilà mon propos. Merci. Bonjour, Gaëlle Chervi-Potiot, directrice conseil d'AgData Hub, qui est un opérateur de plateforme d'échange de données du secteur agricole et qui accompagne les filières agricoles pour valoriser et massifier la collecte de données agricoles et la valorisation des données agricoles. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de transition environnementale, mais pour calculer des indicateurs environnementaux, on part toujours de données amont, que sont les données agricoles. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, parce que ces données agricoles sont captées généralement par des opérateurs privés. Et il y a des initiatives européennes comme Gaia-X ou le futur Digital Governance Act qui ont pour objectif de réglementer en fait, cet accès à la donnée et à la valorisation de ces données agricoles. Et je pense que c'est un sujet qui doit aussi faire partie des communs. Merci. Merci. Oui, bonjour, Gély Fabrice, de Fabrice Gély Conseil. Je fais du conseil, du management, de l'accompagnement de tous les chefs d'entreprise ou tout public. Je suis ici à double casquette puisque je suis aussi administrateur SINOB numérique, donc le syndicat du numérique des TPE, PME. Et ma question, je suis aussi auditeur en cybersécurité à l'IHDN. Donc ma question était la question sur la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport à toutes ces données ou ce data ouvert? Je vous remercie. On a une autre question juste ici. Je crois qu'il y avait une dame juste avant à gauche, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, je suis Marie-Hélène Grammatikoff, la dirigeante de l'Actips. Donc, nous fabriquons des plastiques de nouvelle génération, donc des plastiques sans plastique. Et nous travaillons avec les industriels le long de la filière pour les aider à adopter cette nouvelle génération de matières premières qui va leur permettre d'être sans impact sur leur environnement et notamment sur les emballages. Et nous sommes extrêmement affectés par la réglementation positivement puisqu'on permet
aux industriels de rentrer dans la réglementation sur les emballages, sur les matières plastiques, avec des matériaux qui sont recyclables, hyper biodégradables, sans impact négatif sur l'environnement. Et donc, j'ai une question qui est sur la dynamisation de la répartition des réglementations européennes en termes locaux, ce qui nous permet de rentrer sur le marché plus vite. Effectivement, c'est ce qu'on a en France. Donc, bon, vous imaginiez bien que vous alliez avoir une question sur la réglementation. Donc, nous sommes une deep tech industrielle et on a besoin effectivement de dynamisation au niveau local de ces réglementations. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Valentin Lacroix et je suis le président d'Emerwall. Donc, nous, on valorise la bagasse de canne à sucre dans les dom-toms en Martinique pour en faire des matériaux de construction biosourcés et certifiés. Donc, je vais appuyer ce que disait une dame qui est passée avant, par rapport aux données sur toutes les matières premières ou les déchets agricoles. On se retrouve à devoir travailler avec un déchet agricole qui est produit de manière industrielle en Martinique. Et on s'est appuyé dans un premier temps sur les chiffres de l'ADEME ou de l'INSEE qui remontent à plusieurs années. Lorsqu'on a voulu se développer et continuer à progresser, on s'est contré un premier verrou qui était le fait que, OK, on s'appuie sur des chiffres, mais est-ce qu'ils sont encore valides aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont une pertinence? On a dû faire l'étude de marché par nous-mêmes. En tant que start-up, c'est compliqué. Donc voilà, on a une démarche d'économie circulaire, de développement, de green tech, mais on se retrouve vraiment bloqué parce qu'il y a un manque d'accès à ces données. L'idée, c'est que si l'ADEME travaille ou n'importe quel organisme travaille dessus, c'est vraiment de mettre à jour régulièrement ces informations. Il y a énormément à faire dans les départements ultramarins. On parle de bagasse de canne à sucre, ça marche aussi pour la noix de coco, pour la sargasse. Les données ne sont pas forcément mises à jour ou en tout cas faciles d'accès. Et on est obligé, avec des moyens assez faibles, d'aller nous-mêmes les récupérer. Donc derrière, on a besoin d'accompagnement. On a besoin aussi d'avoir cette crédibilité sur le fait que nous, en tant que start-up, on a fait cet effort, mais voilà, on n'est qu'une start-up. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à nous développer? Nous et les autres entreprises, on parle vraiment d'une démarche de filière, c'est-à-dire de l'approvisionnement jusqu'à l'étude de marché finale. Les données ne sont pas forcément mises à jour. Voilà. Merci. Alors, bonjour, je suis Guillaume Desvaux, je suis le président d'une association qui s'appelle IA Cargo. IA Cargo a été financé par le PIA3 pour monter une plateforme de partage de données pour la transition écologique du secteur du transport et de la logistique. Nous travaillons activement avec les ministères sur pas mal de sujets. Mon interpellation vers vous aujourd'hui, c'est dans la perspective de la présidence de l'Union de la France. Il nous paraîtrait intéressant qu'on fasse passer à l'échelle ces sujets au niveau européen, à la fois parce qu'en termes de taille de marché et d'impact, c'est l'échelon européen qui est le bonne échelle pour travailler sur ces sujets de transition. Et la deuxième, c'est que c'est aussi un enjeu de compétitivité économique pour la France. Et on ne voit pas d'initiative très forte venant de l'État sur justement faire passer à l'échelle ces programmes de partage de données au-delà de la France. Merci. Je vous propose qu'on prenne les 2-3 dernières interventions. Bonjour, je m'appelle Célestin Nietkowski et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Biostratège Guyane, donc qui est basée en Guyane française, en Amérique du Sud, et qui est une entreprise spécialisée dans l'innovation végétale, donc qui valorise tout ce qui est biomasse végétale. Donc ça peut être des fruits, ça peut être des coproduits de l'agriculture, ça peut être des résidus de l'industrie forestière. Donc vraiment toutes les biomasses végétales qui peuvent être valorisées, on s'attache à les valoriser localement avec un développement en économie circulaire et donc l'implantation d'équipements de haute technologie localement pour qu'il y ait une valeur ajoutée qui revienne au territoire sur ces matières premières qu'on valorise et avec lesquelles on fait des ingrédients naturels, éco-responsables, qu'on propose à divers marchés d'application comme la nutraceutique, la cosmétique, le biocontrôle. On a d'ailleurs été labellisé par Green Tech Innovation sur cet aspect biocontrôle de valorisation
des molécules issues des sciures de bois pour en faire des agents biostimulants ou des préparations naturelles qui vont venir protéger les cultures de plantes des ravageurs. Et donc l'idée, c'est aussi donc de faire le lien avec les agriculteurs et les fabricants d'ingrédients naturels comme nous et toute la filière du végétal en Guyane à travers l'Amazon Active Valley, qui serait justement une vitrine technologique de la Guyane, qui est vraiment le territoire qui a la plus grande biodiversité française et qui se trouve en Amérique du Sud, mais avec justement ce cadre de qualité française et de réglementation environnementale européenne qui nous protège justement ce territoire par rapport au reste de l'Amérique du Sud qui peut être ravagé par la déforestation ou les pesticides, comme vous le savez. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, je répondis aussi sur la question qui a été posée par le collègue de Martinique, de Emerwall. L'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum de données de l'agriculture et pas seulement donc, des forêts, des zones protégées, de la biodiversité, mais aussi des zones de culture pour qu'on puisse mettre en culture le plus possible, inciter les agriculteurs à planter. Et donc, il nous faut voilà, des cartographies de la qualité des sols, de là où on peut vraiment stimuler la filière végétale. Et donc ça, voilà, les données peuvent être assez anciennes. Ou, voilà, l'idée, c'était de voir, est-ce que vous avez déjà des outils qui existent en termes de cartographie ou alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place avec les entreprises locales pour justement vous apporter ces données-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un travail de fourmi d'aller chercher toutes ces données et d'accompagner la filière agricole tout en entier sur un territoire grand comme la Guyane. Donc voilà, c'est de voir avec vous comment on peut avancer sur cette thématique-là, ultramarine et en particulier. Merci. Merci. Une dernière intervention? Allez. Bonjour, je me présente, Fanouine Abdelali. Donc, je suis fondateur d'une entreprise qui s'occupe au départ de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à essayer de créer une plateforme. Je vais peut-être faire écho à deux intervenants précédents. Qui va permettre de faire du partage des énergies produites par des voisins et pouvoir être payé en token. Et je me retrouve souvent confronté à deux problèmes. Le problème, c'est toutes les réglementations. Ce n'est pas un problème, mais en tout cas, c'est des difficultés que je rencontre. Toutes les réglementations au niveau du partage des énergies, puisque à la base, c'est le producteur historique qui permet justement de produire de l'énergie ou de la racheter quand on a créé des systèmes de production particuliers, chez les particuliers. Et le deuxième souci, c'est que je me retrouve aussi face à des réglementations très strictes avec l'AMF concernant la création de tokens et tout ce qui a trait à les levées de fonds, etc. Donc je voulais savoir si l'objectif, si dans les cartons du ministère des Finances, puisqu'on est dans le centre de ce ministère, de permettre, de faciliter en tout cas l'utilisation d'une technologie qu'on appelle la blockchain, puisque justement c'est basé sur la blockchain. Et la proposition que je fais, l'innovation que j'essaie de créer, c'est justement de pouvoir permettre de faire de partage des énergies à travers la blockchain. Donc on connaît bien, pour certains on connaît bien l'utilisation et le fonctionnement de la blockchain. Et je voulais savoir si l'objectif, c'est de pouvoir justement permettre, ou en tout cas de faciliter cette utilisation. Et après, je discuterai sur le sujet des énergies, réglementation des énergies, avec l'endroit où il sera nécessaire d'en parler. Merci. Bon, allez, la dernière. Bonjour, Frédéric Hiel, des études économiques du groupe Crédit Agricole. Ma question est relative un petit peu à la cybersécurité et au partage des données. Alors, très brièvement, c'est comment ou est-il possible de s'assurer que les données qui sont collectées, rendues publiques, que ce soit par des startups ou par l'administration, ne soient utilisées, ne soient captées et utilisées soit à des fins d'intelligence économique, soit des utilisations adverses par des puissances étrangères, ou éventuellement captées et valorisées par des grandes entreprises du numérique qui finalement s'accaparent leur valeur et ne l'utilisent, ne la fassent sortir du pays. Voilà, merci. Merci beaucoup à toutes et tous. Alors, avant d'enchaîner, je tenais à vous dire, quoi qu'en fassent les intervenants, que vos interventions sont géniales. C'est vraiment un reflet du dynamisme de la filière. Et la façon dont vous attrapez le sujet, ça pousse complètement tout le potentiel et pourquoi on fait tout ça. Donc, bravo. Alors maintenant, les intervenants, les intervenantes.
Alors maintenant, vous avez la pression, il va falloir faire aussi bien. Donc, vous serez forcément un peu frustré parce que vu l'éventail des sujets que vous avez posés, des questions, tout ne va pas forcément être abordé. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 journées derrière de Meetup avec pas mal de tables rondes, de conférences qui sont dédiées à des sujets bien précis que vous avez levés, certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc je voulais vous proposer de démarrer, monsieur le député, Eric Botorel. Enfin là, c'est quand même une belle illustration des sujets qui vous ont bien motivé là, pendant plusieurs mois pour ce rapport. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre vision de ces enjeux, du partage de la donnée, des communs, en lien avec la transition écologique qui a dû être un thème que vous avez rencontré pendant ce rapport, et puis peut-être rebondir sur certains propos que vous avez écoutés. Merci. Oui, c'est pas forcément un cadeau, parce que si on doit faire la synthèse, et en même temps c'est un vrai cadeau d'être ici, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe partout en France quand on a des startup week-ends ou autres hackathons, où on voit naître un certain nombre d'initiatives autour de ces enjeux, de la manière dont on se saisit de la donnée pour créer de la richesse ou des nouveaux cas d'usage. Vous m'invitez, je vais essayer de tenter malgré tout dans la présentation, sans être trop long en présentation, retour en arrière sur la manière dont on a rendu ce rapport au 23 décembre l'année dernière, peut-être de tenter d'apporter des éléments qui seront en écho à un certain nombre d'interrogations qui ont été portées ici ou là. La lettre de mission portait, je le rappelle, sur les codes sources, l'open data, les données d'intérêt général. On ne s'est pas arrêté, mais évidemment, au match les ayatollahs de l'ouverture contre les amiches de la fermeture sur la partie open data. Et on a été exploré, quand je dis on, c'est parce que c'était un travail collectif, je l'ai précisé tout à l'heure, on a été explorer les modalités de partage, d'accès de ces données. J'ai pour habitude de dire que finalement, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un mouvement assez spontané de libération de la donnée, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, mais il y avait des gens pour penser que ça allait créer, soutenir du PIB, créer de la richesse, etc. La Grande-Bretagne s'est assez vite lancée sur le sujet. Et puis d'autres pays, les grandes démocraties occidentales, la plupart d'entre elles sont parties, ont filé effectivement ce mouvement de la libération de la donnée, en ayant finalement peut-être une promesse qui serait celle de la transparence, de la confiance et en même temps de la création de richesse. Ça a été la première séquence. La deuxième, on a été rattrapé par un climat ou une atmosphère un peu plus anxiogène autour des leaks de données, des enjeux finalement de la patrimonialité de la donnée, des enjeux de la captation par un certain nombre d'acteurs, et ça a été rappelé par vous tout à l'heure, sur finalement comment, par l'intermédiaire de la donnée, je finis par avoir une position dominante sur un marché, je finis par avoir une position très captive, et je suis en mesure finalement de recréer des systèmes qui sont quasi propriétaires et qui enferment un certain nombre d'utilisateurs, que ce soit professionnels ou domestiques, dans quelque chose qui est la consommation du service qui est rendu par celui qui vous puise la donnée. Et ça a fait naître aussi un certain nombre d'éléments en réponse à tout ça, de régulation, dont il faut se féliciter. Je pense au règlement général de protection des données, par exemple, qui est une façon pour l'Europe de se distinguer sur la façon dont les données sont gérées, et ce qui crée une troisième voie entre le Far West américain et le Big Brother chinois, pour caricaturer, qui doit être, de mon point de vue, cultivée, qui est une bonne réponse à l'échelle du continent. Une fois qu'on a dit ça et qu'on avait dit on allait libérer de la donnée, mais en même temps on régule, etc., on est rentré dans un mouvement où finalement on avait tous le sentiment que la force publique, celles et ceux qui étaient dans l'obligation d'eux, avaient fait le best effort en matière de libération de données. On aurait pu se cantonner dans le cadre de cette mission, finalement, d'aller faire l'inventaire des jeux de données qui n'avaient pas été encore ouverts, dont certains se plaisaient par l'intermédiaire de la CADA à les demander, et s'en arrêter là. Mais en fait, on a été explorer d'autres voies en se disant, de toute façon, tout ne sera pas en open data, ce qui permet de rebondir à la question de tout à l'heure, c'est quoi le risque en vrai d'avoir de la donnée ouverte qui puisse être utilisée par d'autres, ou des questions cyber autour de la donnée ouverte. Enfin, personnellement, moi, je ne vois pas de risque particulier au fait que la donnée ouverte soit ouverte, et donc qu'il y ait de risques cyber. Mais j'imagine que derrière la question, il y avait plutôt ces fameuses données qu'on va pouvoir permettre de rendre disponibles en accès ou en partage. Et là, il y a probablement une vraie question à la fois autour des infrastructures et en même temps autour de la donnée. Mais nous avons donc été explorer les sujets de comment on fait mieux circuler la donnée entre l'administration, la puissance publique, au sein de la puissance publique et en même temps au service des citoyens. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la transparence, c'est un peu de confiance. C'est pas automatique, hein, sinon ça ferait longtemps qu'on aurait mis tous les jeux de données disponibles et on se serait dit on va avoir la paix sociale avec tout le monde, puisque à partir du moment où on libère de la donnée, il n'y a aucune raison qu'ils se plaignent. On leur dit à peu près tout ce qu'on fait. Donc c'est pas automatique, mais par contre vous ne pouvez pas avoir la confiance des concitoyens si derrière vous ne libérez pas. Ce qui permet là aussi, peut-être en rebond d'une intervention de tout à l'heure, de dire à quel point dans le rapport on a
insister sur le fait qu'il y a une vraie intimité entre les communautés, je reprends le terme de commun, entre les communautés de producteurs et les communautés de réutilisateurs. Nous pensons qu'il n'est pas possible d'imaginer que, par exemple, il puisse y avoir une démarche de management par la donnée, de gestion par la donnée des politiques publiques, si vous n'intéressez pas un certain nombre des concitoyens à la production même de ces données. Et donc, c'est un des versants. Mais en définitive, l'effort de celui qui fait le travail de standardisation, ce qui permet de répondre aussi, enfin de répondre, pardon, je n'ai pas la prétention de répondre, mais de rebondir sur la question de tout à l'heure, finalement les données de l'ADEME, est-ce qu'elles sont standardisées dans le bon format, est-ce qu'on les trouve facilement, ce vrai sujet, il est très lié en fait à la capacité qu'on a de créer une communauté, y compris avec les réutilisateurs, qui ne sont pas là pour dire que vous avez fait mal votre travail et qui sont là simplement pour valoriser. Il y a un cercle vertueux qui s'inscrit entre producteurs et consommateurs ou utilisateurs ou réutilisateurs de la donnée. Je ne veux pas être trop long parce que vous avez été très concis dans vos questions ou vos interventions. Peut-être que je rebondirai après sur d'autres sujets, mais il me semble que j'ai déjà été raccord sur 3-4 sujets. Et vraiment merci parce que ça fait plaisir de voir l'écosystème ici réuni sur ces sujets. Je serai le 28 octobre juré du procès du siècle qui se déroule chaque année. L'année précédente, c'était le social ranking. Il y a quelques années, c'était le carambolage. Et je vous le donne en mille. Cette année, le 28 octobre, ce sera le procès de la tech écologie. Je vous invite tous d'ailleurs, parce que vous pouvez le voir en distanciel. C'est passionnant de voir comment, à droit constant, on va traiter des sujets qui sont abordés aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la transition écologique qu'on va faire demain, est-ce qu'il y aura des territoires qui seront laissés pour compte? Est-ce qu'on se laissera gouverner par la science? Écoutez, qu'il y a un écosystème qui réfléchisse aux impacts socio-juridiques, et c'est tout le travail que font les juristes notes. Moi, je vous invite vraiment à venir enrichir vos réflexions au travers de finalement de ce que ça veut dire d'investir sur la green tech, de supporter la transition, et de regarder quel regard on peut porter si on se projette à 2050 et qu'on a créé des villages qui sont vertueux d'un côté, mais en contrepartie desquels on aura sacrifié d'autres. Quelle sera notre démocratie si demain elle est gouvernée exclusivement ou essentiellement par la science? Faut-il rompre avec un certain nombre de nos libertés fondamentales ou libertés individuelles pour satisfaire aux besoins de la survie de la planète et de la transition? Je vous invite vraiment, en tout cas moi je vais prendre un vrai plaisir, en plus de cette matinée, à prolonger les débats autour de ce sujet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai pu apporter ici deux, trois réponses. Si, un dernier point, pardon, parce que j'y pense, mais promis, je ne reprends plus la parole après. Dans le mouvement qu'est le nôtre, ne recréons pas de verticalité des différents hubs de données, etc. Vous parliez du hub agricole. Moi, je pense que les enjeux auxquels on devra faire face demain, les défis auxquels on devra faire face demain, mobiliseront des jeux de données qui ne sont pas dans la verticalité. Si on veut faire face à des enjeux de défis climatiques, on peut s'éclairer de ce qui s'est passé sur le défi sanitaire. On a eu besoin, ou en tout cas on a été éclairé par l'intermédiaire des qualités des eaux d'assainissement, par exemple, de la progression ou pas de la pandémie. Ce n'était pas spontanément naturel de penser qu'on aurait besoin des eaux d'assainissement pour traiter un problème sanitaire. Et donc on aurait pu se dire, on va traiter le problème sanitaire avec des données exclusivement issues du monde sanitaire ou médico-social. Je pense qu'on a une impérieuse nécessité de penser en amont, parce que les infrastructures sont très liées, le design des infrastructures sont très liés ensuite à la capacité de libérer, faire circuler, partager, donner accès ou ouvrir de la donnée. On a intérêt à penser très en amont une forme de quelque chose qui soit totalement décloisonné. Et ce qui permet d'éviter des sujets où on va faire finalement beaucoup d'innovation, enfin beaucoup d'efforts pour libérer la donnée, mais personne ne saura la trouver où. Enfin, je veux dire, ça c'est un sujet dont on a pu mesurer qu'il était aujourd'hui très prégnant. C'est-à-dire qu'on a parfois des datas qui sont disponibles, mais on ne sait pas où les trouver. Puis des fois, on est deux à les produire. Donc il faut penser cette circulation de données et il faut penser que pour les utilisateurs, il soit simple de les trouver, parce que je suis persuadé que demain, comme l'avait dit Cédric Villani dans son rapport sur l'intelligence artificielle, il faut mieux bâtir des ponts que mettre des murs entre les dispositifs. Et il faut vraiment penser, j'allais dire, out of the box, et c'est pas parce qu'on parle de la green tech ce matin qu'on doit faire que du green. Enfin, je pense qu'il y a des données sociologiques, il y a des données de mobilité, il y a des données de tout ordre qui sont de nature à être des clés de compréhension des défis auxquels on devra faire face. Et je pense qu'il faut qu'on pense tous, malgré nos préoccupations quotidiennes, malgré nos obsessions quotidiennes sur un certain nombre de sujets, qu'on s'ouvre au reste, et que quand on fasse des hubs ou des interfaces qui soient des interfaces de partage de données, je pense que Chloé en parlera tout à l'heure aussi, eh bien on puisse les penser comme étant interopérables. C'est de mon point de vue assez clé.
Mais là, j'ai été trop long, en fait. En vrai. Non, c'était impec. C'est vrai que l'exploitation des données des égouts est une belle illustration de ce que vous dites sur la nécessité de penser large. Alors Sébastien Soriano, donc tu diriges l'IGN, tu pousses aussi depuis quelques temps une vision du service public de l'État qui passe aussi par cette notion de commun, au-delà de l'aspect de data. Est-ce que, alors je crois que tu avais prévu aussi, je ne sais pas si c'est techniquement toujours possible de projeter quelque chose. Est-ce que tu veux commencer par ça ou par développer ton propos ? Non, mais c'est bien, comme ça illustre bien si on peut envoyer le nuage de points. C'est possible, Cécile ? Bon, alors pour ceux qui ont regardé le JT de TF1 dimanche dernier, voilà, donc il y a un peu un spoiler sur ce que je vais vous présenter, et je pense qu'il viendra en rebond notamment à ce qui a été dit par Tech4Gaia sur les abeilles, avec le besoin de jumeaux numériques. Et je pense aussi sur la question des zones de culture. Alors malheureusement pas sur la Guyane, sans doute plus sur la Martinique. Donc en fait l'IGN conduit un projet qui s'appelle le LIDAR haute densité. Si on peut revenir au début, ce serait génial. Qui est en fait un programme sur 5 ans dans lequel on va voler au-dessus de la France et on va, avec une technologie LIDAR, en fait, générer un modèle 3D, un nuage de points, avec à peu près un espacement de 30 cm entre les différents points. Et donc, ce modèle 3D, il va être en open data. Voilà. Donc, en termes de calendrier, parce que j'attends de vous parler usage que ça puisse se projeter. En termes de calendrier, on va ouvrir un bac à sable, c'est-à-dire qu'on a quelques nuages de points qui sont disponibles assez rapidement, qu'on va ouvrir via notre dispositif qui s'appelle IGN Fab, qui est notre interface, on va dire, avec le monde des startups. Et donc, on va permettre à qui veut ici de pouvoir commencer à jouer avec ces nuages de points. Et l'idée, c'est de pouvoir, voilà, donc là vous voyez ce qu'on obtient quand on passe en, donc c'est de la captation aérienne, hein, avec une coloration qui est artificielle. Alors là, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est là où on a beaucoup besoin d'aide extérieure, d'appui extérieur, d'innovation extérieure, c'est la catégorisation. C'est-à-dire que nous, on va produire un nuage de points qui est brut, mais ensuite, on a besoin de vous pour dire c'est quoi un arbre, c'est quoi un toit, c'est quoi un bâtiment. Et ensuite, c'est quoi un ouvrage d'art? En fait, il y a tout un tas de thématiques qui vont se poser. Et nous, IGN, on ne va pas vouloir ni pouvoir tout faire. Donc, on va faire évidemment des grandes thématiques, genre la végétation, le bâti, etc. Mais il y a une énorme potentiel d'exploitation des données par des startups pour décrire ces territoires et ensuite développer évidemment des usages autour de ça. Merci pour la vidéo. Et donc les données LIDAR sont en cours d'acquisition en ce moment, et donc on a beaucoup de choses encore à faire sur le traitement de ces données, leur validation, leur ouverture, et donc les premiers départements arriveront seulement à partir de l'année prochaine, mais donc c'est la raison pour laquelle on a voulu ouvrir ce bac à sable dès la fin de l'année pour pouvoir discuter avec vous, que vous nous aidiez à enrichir ces données. Donc ça c'est un premier point peut-être sur un certain nombre de questions, et malheureusement, le programme ne prévoit pas la Guyane pour le moment. Donc c'est un programme qui est financé par plein de ministères, plein de fonds. Et donc, si vous arrivez à convaincre nos donneurs d'ordre de faire la Guyane, évidemment, on le fera avec plaisir, parce que c'est un peu grand quand même. Mais ça se fait, ça se fait. La deuxième chose, je voulais rebondir par rapport à la question de commun, pour dire que l'IGN, c'est un institut cartographique, c'est hérité du dépôt de guerre qui a été créé par Louis XIV, et c'est un institut créé en 1940 pour l'aménagement du territoire. Bon. Et en fait, quand vous regardez aujourd'hui, la donnée géographique, elle est abondamment fournie par des GAFA, par des collectivités locales et même par des communautés. Hein. Vous avez dans la cartographie, on a OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia de la carte. Donc vous avez en fait une abondance de données. Et donc dans ce cadre-là, on est en train à l'IGN de choisir nos combats. Bon, il y a un certain nombre de jeux de données qu'on va faire nous-mêmes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'essentiel. Et puis avec le LIDAR, on a déjà un peu évoqué ça. Mais il y a une autre posture qu'on veut développer. C'est une posture d'encapaciteur du commun. Désolé du gros mot. Ça veut dire en fait qu'on pense qu'on peut avoir un rôle qui est d'aider des acteurs épars en fait, à se fédérer autour de défis communs. Et là, je rebondis sur la question d'une API française sur les trajets en voiture qui a été posée, que vous posiez par rapport à une alternative à Google Maps. Donc nous, aujourd'hui, on fournit un plan
qui est une alternative à Google Maps. Mais ce plan, qui s'appelle plan IGN, que moi personnellement je trouve très beau, mais bon voilà, beaucoup plus beau que Google Maps, ce plan malheureusement en fait il est assez pauvre en données qui sont ajoutées par-dessus, en termes de commerce, en termes de mobilité. Et donc on a un vrai enjeu qui est de l'enrichir, mais on veut l'enrichir collectivement. Donc là, on est en train de mettre à jour notre calcul d'itinéraire en s'appuyant justement sur des briques de logiciels libres. Mais on a un défi en fait de l'enrichir collectivement pour permettre effectivement d'avoir une vraie alternative ouverte et libre. Et donc le dispositif qu'on va mettre en place pour résoudre ce type de défi, celui-là mais pas que, c'est un nom de code, fabrique des géos communs qu'on va mettre en place. On est en train de recruter les responsables de cette fabrique. Et donc en fait l'idée c'est qu'on va lancer des défis, des appels à communs. On va dire, OK, sur tel thème, qui veut jouer avec moi pour craquer ce défi, rassembler de la donnée et la mettre ensemble sur une plateforme ouverte. Donc, par exemple, on a d'ores et déjà le collectif OpenStreetMap, toujours lui, qui nous a dit, moi, j'ai envie de jouer avec vous, IGN, pour craquer 2 sujets. Le premier, c'est un Street View ouvert, vous savez, le petit bonhomme jaune de Google, c'est-à-dire en fait de la photographie immersive sur le territoire. Et puis le deuxième, c'est une base navigable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de base navigable ouverte ou souveraine. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une base navigable, vous êtes obligé d'aller chez Waze, chez Google, chez Here, chez TomTom. Voilà. Et donc, par exemple, sur ce sujet-là, qui est un thème qui intéresse aussi des acteurs publics comme les pompiers, par exemple, il y a un vrai défi de pouvoir avoir un outil qui soit ouvert, et on souhaite a priori le développer dans le cadre de cette logique de fabrique des géos communs. Ça veut dire lancer un appel, recenser tous les gens intéressés. C'est le contraire d'un appel à projet. Un appel à projet, les gens sont en concurrence. Appel à commun, en fait, tout le monde se met ensemble pour un même défi. Et de pouvoir normaliser des interfaces, normaliser le mode de travail et ensuite héberger ces données. Donc voilà, c'est un élément de réponse à ce point-là. Merci Sébastien. Thomas Le Sueur, donc tu t'es présenté tout à l'heure, donc commissaire général au développement durable. Et dans le cadre de ces missions, tu es également l'administrateur ministériel des données du pôle ministère transition écologique et ministère de la mer, qui comprend aussi le ministère des Transports, le ministère des Logements et le secrétariat d'État à la biodiversité. Donc, dans le cadre de ces missions, est-ce que, par rapport à ce qui a été dit dans la salle, est-ce que tu souhaites mettre en avant certaines des actions de ce pôle ministériel pour les données qui vous intéressent ici toutes et tous? Merci Thomas. Et bien, comme les autres intervenants, je veux vraiment saluer la qualité et la pertinence des questions qui ont été posées et qui sont très encourageantes en réalité, encourageantes à poursuivre, amplifier les initiatives que nous essayons de prendre, que nous construisons au jour le jour, en particulier sous l'impulsion de Thomas Cotinet et d'Ecolab, pour au fond, dans le domaine des données environnementales et du périmètre qui est effectivement celui que Thomas Cotinet vient de rappeler, de différents ministères, on est structuré par politique publique, mais je vois que les interventions étaient quand même beaucoup dans le champ des politiques publiques du ministère de la Transition écologique. Eh bien, dans ce champ-là, on a bien pris conscience qu'il faut un chef d'orchestre. Voilà, un chef d'orchestre, il ne joue pas forcément la musique lui-même, mais il est quand même utile à ce que l'ensemble fonctionne de façon harmonieuse. Et je crois que c'est vraiment le défi que beaucoup de vos interventions ont finalement pointé. Ça fait longtemps maintenant, ça fait des années, qu'on sait que la donnée est une ressource capitale, que c'est une ressource clé. La valeur, la richesse de la donnée est vantée à droite et à gauche. Et pourtant, pour moi, c'est un peu comme la mondialisation. Ça fait longtemps qu'on dit que la mondialisation, c'est un phénomène majeur. Mais malgré tout, on la découvre au fur et à mesure. On en découvre sa portée, sa puissance, ses effets positifs et ses effets négatifs. Et bien sûr, la donnée, on n'a pas encore complètement pris la mesure. On essaye, mais on n'a pas encore pris complètement la mesure de la valeur de la donnée. Et je veux saluer les travaux d'Éric Botorel parce que c'est un élément justement qui aide à la prise de conscience collective. Alors quand je dis on n'a pas pris conscience, je parle bien des pouvoirs publics. Je ne me permettrai pas de parler à votre place. Mais les pouvoirs publics, ce n'est pas seulement des équipes techniques qui sont parfois vos interlocuteurs, c'est aussi des décideurs de la haute fonction publique, des décideurs politiques. Et le fait de pouvoir porter auprès d'eux, et le plus largement possible, et par la voie d'une action parlementaire notamment, eh bien ça
ça permet de lever le regard. Alors, à partir de cet appui très important qui a été donné pour prendre conscience de cet enjeu de la donnée, qui signifie donc qu'il faut qu'à la fois on en structure plus la collecte. Tout à l'heure, il était évoqué l'ADEME, mais ce n'est pas propre à l'ADEME, c'est vrai de tous les acteurs. La collecte de la donnée est bien entendu une étape assez fondamentale, mais, et je crois que les propos de Sébastien Soriano viennent de parfaitement l'illustrer, l'action publique ne peut pas, ne doit pas, les deux à la fois, assurer toute la collecte de la donnée. Ce serait absurde, ce serait inefficace, et c'est pour ça que la démarche, l'initiative des Géos communs va vraiment faire l'objet d'une attention très, très forte, parce qu'elle est reproductible, et d'ailleurs on s'en inspire déjà dans d'autres domaines, pour que justement ce besoin que vous exprimez, et qu'on partage complètement, qui est de savoir capter les données, il faut qu'elles existent, mais elles existent de plus en plus, les données, savoir les capter, les collecter pour pouvoir les remettre à disposition, ça suppose une attention. Et je partage complètement votre frustration, et je la vis au quotidien, parce que dans mes propres équipes, il y a des données qui ne sont parfois pas assez récentes et des traitements qui ne sont pas assez récurrents pour fournir l'information qui permet la décision. Et je crois que c'est vraiment là qu'est le principal effort que nous conduisons dans les suites du rapport Botorel, puisque désormais c'est son nom. Non, je me bats pour que ce soit pas... Alors, ce que certains appellent le rapport Botorel, à tort, mais en tout cas, cette contribution à la réflexion, eh bien, il y a une dynamique interministérielle de rédaction de feuilles de route de la donnée, dont une pour notre ministère, donc je vais me concentrer sur celle-ci, mais qui, justement, se donne, comme toutes les feuilles de route, une vision stratégique et opérationnelle pour améliorer à toutes les étapes, la collecte, le traitement, la mise en valeur, le partage, la sécurisation, l'accessibilité de la donnée. Et pourquoi est-ce que c'est un enjeu public ? Je viens de dire, et vraiment je souhaite y insister, ce n'est pas qu'un enjeu public et ce n'est pas à la puissance publique de tout faire. Surtout pas. Ça, on a déjà essayé, ça ne fonctionne pas. En revanche, je crois vraiment que, et c'est la logique des communs, l'action publique ne peut pas être absente. Parce que l'initiative privée est très riche, mais il y a un point de passage un petit peu nécessaire qui passe par les actions, les leviers d'action de la puissance publique. Ces leviers d'action, certains ont été évoqués. Tout à l'heure, on a parlé de la réglementation, mais c'est aussi tout simplement l'investissement et le financement d'infrastructures et de moyens de production ou d'accompagnement. Sébastien Soriano vient de l'illustrer avec le LIDAR. Ça, c'est un investissement public dans une donnée ouverte. Et puis également dans un rôle, disons, j'allais dire de police, mais en tout cas de régulation et d'accompagnement des acteurs. Et bien sur tous ces leviers, nous organisons pour avancer. Alors au service principalement des politiques que porte le ministère, parce que c'est notre mission, mais je le dis, et c'est intéressant d'ailleurs de le dire, y compris dans ces lieux, c'est une dynamique interministérielle et on est en interaction entre les administrateurs ministériels de données, et les actions des uns inspirent les autres, et on essaie d'avancer dans tous les domaines. Mais voilà, je ne veux pas parler à la place des autres. Alors, plus concrètement, quelles actions vont être conduites ou sont déjà engagées ? Eh bien, tout simplement poursuivre, mais ça a été dit par Éric Botorel, la mise à disposition de données publiques. L'open data reste un objectif, mais on a bien vu désormais que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi organiser un meilleur partage de la donnée d'intérêt général. Et c'est notamment ce qui nous conduit à tenter de mettre en place des espaces communs de données. L'espace commun de données, c'est vraiment un espace qui, justement, n'est pas de l'open data, mais le partage de données entre acteurs qui ont un intérêt
convergents dans ce partage, ce qui ne va pas de soi, bien entendu, puisque si on a dit que la donnée avait de la valeur, alors partager cette valeur, ça peut être contradictoire avec les logiques de concurrence et de compétition économique, qui restent un moteur et un élément central de notre économie, bien entendu. Et donc, c'est là qu'on a besoin de la puissance publique, pour être cet arbitre, ce chef d'orchestre, ce modérateur qui crée les conditions de la confiance pour le partage de la donnée au service d'un intérêt général qui est un intérêt de développement économique, mais comme l'a dit Cédrico tout à l'heure très justement, de développement économique pour optimiser la ressource, pour optimiser l'énergie et pour faire en sorte que le défi climatique que nous devons tous affronter, avec les paramètres qu'on connaît et qui sont inéluctables, il a très bien expliqué la situation, notamment démographique, eh bien, ça suppose une optimisation extrêmement forte de nos systèmes, de nos investissements et de notre consommation de matière. Donc c'est bien au service de cet intérêt général que ce partage de données doit être structuré. Alors ça nous conduit donc à lancer quelques initiatives, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement, dans le domaine de l'économie circulaire, qui est une très bonne illustration, je trouve, l'économie circulaire d'autres enjeux de ce partage de données. Certains ont évoqué la question des monnaies locales et donc à travers ça de la récompense de la collecte de données et de l'acte civique d'intérêt général, et puis le lien avec la blockchain. Eh bien, l'économie circulaire est vraiment le domaine dans lequel ces besoins-là s'illustrent le plus directement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas également applicable à d'autres domaines. Pourquoi au sein de l'économie circulaire ? Eh bien parce que pour que l'économie soit circulaire, et vous savez que c'est un énorme enjeu de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, eh bien ça veut dire que les produits en fin de vie économique dans la logique de l'économie linéaire, eh bien, doivent être considérés comme une ressource. Mais pour être considérés comme une ressource, il faut qu'on les connaisse, c'est-à-dire qu'on ait de la donnée sur chacun de ces produits. Ça a été évoqué dans le domaine agricole, dans le domaine de la biomasse, mais c'est vrai pour toutes les matières premières. On a besoin de cette donnée, c'est-à-dire qu'une information transite, circule, soit attachée à la matière au fur et à mesure de son cycle de création de valeur et de transformation, pour que, à la fin, au moment où cette matière est considérée ou est sur le point d'être considérée comme un déchet, eh bien, elle ait l'information nécessaire pour pouvoir être considérée comme une nouvelle ressource. Pour avoir ce partage de données tout au long de la chaîne de valeur, il faut de la blockchain et il faut de l'espace commun de données, sans quoi chaque acteur se dit « Ah ben, j'aimerais bien avoir cette information-là, mais je n'y ai pas accès ». Et les relations inter-entreprises ne suffiront pas, compte tenu de la masse et de la mondialisation des données, à surmonter cet obstacle. Donc il faut de la puissance publique. Et quelqu'un a évoqué la question de monter le niveau de jeu à l'échelle européenne. C'est tout à fait juste. La France essaye d'être, non pas exemplaire parce que c'est présomptueux, mais d'avancer, d'être pionnière et d'avancer, de tester des choses. Elle est souvent très observée au sein de l'Union européenne pour cela. Et quand on se plante, on ne nous suit pas, et ça me paraît assez normal. Mais quand on réussit, eh bien, on inspire les autres, et très régulièrement, on voit que nos innovations sont reprises à l'échelle européenne. On n'est pas les seuls à être dans cette dynamique. Je ne fais pas trop cocorico, mais tout de même, c'est important de le dire, et c'est par cette démarche qu'on parvient à convaincre. Donc, sur la question de l'ouverture des données, du partage des données, de l'interopérabilité, de l'accessibilité, je partage complètement l'objectif de monter cela à l'échelle européenne, mais c'est en réussissant et en démontrant que ça nous donne un avantage compétitif et une source de développement économique qu'on y parviendra. C'est la démonstration par la preuve. Je suis certain que vous y êtes tous extrêmement sensibles parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Je n'ai pas évoqué toutes les actions qui sont conduites au service de la donnée, et je n'ai pas répondu non plus à toutes les questions. Je voulais simplement dire que revenir un instant sur la question de la récompense et de la monnaie locale, c'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais qu'on arrive à progresser. Aujourd'hui, les monnaies locales sont définies par des textes, et elles sont
relativement circonscrites, puisque, comme leur nom l'indique, elles sont locales, et puis elles doivent avoir une contre-valeur monétaire, ce qui limite en fait leur capacité de développement. J'entends qu'il y a plusieurs d'entre vous qui évoquaient la possibilité donc de monétiser, de valoriser par une unité de compte non monétaire, mais inspirée du système monétaire, les collectes de données et les actions positives. Je crois que vraiment, ce serait bien qu'on arrive à monter un collectif d'acteurs qui souhaitent avancer dans cette direction, parce que c'est très innovant. Jusqu'ici, les monnaies locales ne se sont pas beaucoup développées. Il y a des initiatives, mais elles ne se sont pas beaucoup développées. Et si on peut développer des cas d'usage pour convaincre qu'il y a quelques freins réglementaires qui subsistent et qui, en fait, empêchent le développement de ces monnaies, moi, je serais particulièrement intéressé pour les porter au sein de l'administration. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail collectif auquel j'appelle. Voilà, pardon, j'ai déjà été trop long et pourtant, je n'ai pas tout dit, mais je ne voudrais pas que Chloé n'ait pas de temps de parole. Merci Thomas. Donc, Chloé, en plus d'être la seule femme de ce panel, tu es la seule chef d'entreprise. Donc on voit bien que flotte derrière ce débat l'hybridation publique-privée, en fait, que neutralise le sujet de commun, ce qui est très enthousiasmant. Mais concrètement, par rapport à ce qui a pu être dit, est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, il y a des choses qui ont été dites qui font écho à des choses que Neymer a vécues? Et puis, comment cette entreprise qui est à la fois une illustration du potentiel, mais qui en quelque sorte produit des services qui contribuent aussi à des communs. Enfin, comment est-ce que Neymer se situe dans ce débat-là? Merci. En effet, donc je représente les intérêts privés ici, et en fait finalement beaucoup des personnes qui ont posé des questions ce matin, c'est intéressant de voir en fait la diversité des usages des communs et de l'open data par rapport à toutes les diversités de sujets qui ont été évoqués. Et donc, moi, je voulais revenir sur on a parlé en fait de l'intimité producteur-utilisateur. Je crois que c'est toi, Eric, qui en a parlé. Je pense que nous, utilisateurs de l'open data, il ne faut pas être seulement en attente et en questionnement de meilleures mises à jour, d'en avoir plus, qu'elles soient déjà analysées et bien propres, mais faire des retours sur nos expériences. Et donc nous, Neymer, pour fabriquer les données dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des données originales et inédites sur les bâtiments, on utilise comme matière première principalement l'open data, dont on va encore tirer d'autres informations qu'on va croiser, qu'on va analyser pour faire des nouvelles données. Et donc, évidemment, on passe beaucoup de temps à analyser, à structurer des jeux de données de commun. Et en fait, ces derniers temps, on s'est adressé aux différentes équipes de l'ADEME, de l'IGN, de la DGFiP, pour leur faire des retours sur ces jeux de données qu'on analysait, sur la qualité, sur les problématiques de biais qu'ils pouvaient avoir, etc. Et en fait, en créant ces conversations et ces échanges, je pense que d'abord, on met en valeur ce qui est fait personnellement par donc des vraies personnes derrière ces jeux de données qui sont ouverts. Hein. Évidemment, vous avez des personnes dans vos équipes qui font tout ce travail que nous, on va pouvoir ensuite utiliser. Donc, leur faire des retours positifs, leur faire des retours sur quel usage on en fait. Et donc, mettre en valeur cela, je pense que cela permet vraiment, par la suite, aux équipes publiques d'avoir d'autant plus envie d'éditer de la donnée de qualité et en plus de la donnée sur laquelle on leur aura fait des retours. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une position passive par rapport à tout ça, mais vraiment très active. La plupart des gens qui travaillent sur les communs sont des gens passionnés par ce qu'ils font et donc ils ont très envie d'avoir des retours. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Là où par contre j'étais pas 100% alignée, c'était sur la notion de data hub. Je suis d'accord qu'on ne peut pas travailler que par vertical et clairement nous à chaque fois qu'on croise des données avec des partenaires, on voit la richesse qui en ressort. C'est pas 1 + 1 = 2, c'est vraiment = 3, on est bien d'accord. Mais en même temps, au-delà des communs, le partage de données, et en particulier pour le privé, évidemment, on ne veut pas tout donner. Et en fait, les data hubs créent cette forme de gouvernance, de tiers parties, de pouvoir dire à cette personne-là, je lui échange de manière gratuite parce qu'on a tous les deux un intérêt. À cette personne-là, je vais lui vendre. Et à cette autre personne, pour une raison X ou Y qui m'est propre et qui est du domaine en général économique, je ne veux pas qu'elle voit ces données. Et en fait, je pense que créer des data hubs,
va permettre en fait déjà pour tout le monde de s'acculturer au partage de données, à la gouvernance, à la monétisation de ces données, par des data hubs peut-être un peu verticaux ou en tout cas avec des gens qui ont des intérêts communs. Et quand on se sera acculturé à ça, alors je pense qu'il sera d'autant plus facile de sortir de ces data hubs des données. On se dira, en fait, celles-ci, on les partage tous finalement. Et là, on pourra en faire des communs et qui pourront être bien structurés. Mais voilà. Oui, je pense aussi. Mais il y a une vraie thématique d'acculturation qui, à mon avis, passe par ces data hubs. Et nous-mêmes en faisons partie de certains et on voit bien que ça nous fait progresser. Et puis aussi, enfin, je voulais revenir sur l'une des questions qui a été posée, qui est plus de notre domaine, qui était sur la ville intelligente et la transition écologique de ces territoires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, avec tous ces jeux de données communs, nous, ce qu'on a réussi à faire avec Nemer, c'était, entre guillemets, de décrire le monde physique par la donnée. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous mesurez les choses, où vous avez des informations sur ces choses-là, et que vous avez la puissance de calcul pour l'avoir à une très grande échelle, vous êtes capable de modéliser des systèmes extrêmement complexes et surtout avec diverses thématiques. Vous pouvez à la fois regarder des enjeux carbone, des enjeux sociaux, des enjeux sur l'eau ou la biodiversité. Et en fait, et tout cela, vous le faites avec quoi ? Avec les communs qu'on vous a donnés, c'est-à-dire avec 0 capteur. Et donc, si je vous donne l'exemple de ce qu'on fait chez Nemer, on est capable de donner pour des parcs de bâtiments, de collectivités, de tertiaires, de résidentiels, les meilleures trajectoires environnementales sur de multiples thématiques, puisqu'on est capable de les modéliser. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait à partir d'un bien commun qui existe déjà, sans capteur, on va trouver les meilleures trajectoires écologiques. Et par exemple, on a fait sur la ville de... j'ai oublié, pardon, peut-être Annelise pourra me dire. On a dernièrement étudié sur Vesoul, sur la ville de Vesoul, tout le parc. Vierzon, pardon, excusez-moi. Tout le parc résidentiel. Non, mais parce que c'est important d'avoir des vrais éléments concrets. Tout le parc résidentiel est à la fois collectif et à la fois individuel. Et on a regardé sur tout ce parc quelles étaient toutes les options qu'on pouvait faire de transition énergétique. Donc, quelles étaient les étiquettes DPE que nous, on prédit pour l'ensemble des bâtiments, donc sur l'ensemble de ce parc résidentiel, et quelles étaient les opportunités de travaux de rénovation énergétique. Eh bien, on a prouvé que sur un cheptel d'environ 1000 bâtiments, on peut isoler les 20% qui, à eux seuls, collectent, enfin, consolide 80% de l'efficacité énergétique qu'on peut trouver en faisant des travaux. On est capable de trouver le 20-80. Et quand on dit que le mur, et ça a été dit par nos ministres ce matin, quand on dit que la transition écologique, c'est quelque chose où il va vraiment falloir passer à l'échelle, je pense que la data nous permet de passer à l'échelle, d'être vraiment efficace et d'aller voir les meilleurs potentiels, d'optimiser tout ce qu'on a, et en plus, avec des choses que quand on partage, eh bien, on n'a pas besoin de recréer des capteurs, de l'IoT, des choses qui elles-mêmes ont un impact environnemental. Donc en fait, avec cet exemple-là, mais je suis sûre que dans tous vos business, hein, voilà, sur la mobilité, sur plein d'autres choses, si on organise bien ces communs, si vous laissez à des entreprises aussi s'en emparer pour en tirer de la valeur, eh bien vraiment, on peut acter sur cette transition écologique à partir de choses qui existent déjà, sans remettre des choses en plus. Et toute dernière chose, moi aussi, je vais poser une question à mes collègues publics. Quand on fait des communs, mais qui ont des licences qui, par contre, doivent rester communes, alors ça veut dire que les entreprises privées ne peuvent plus les utiliser pour en tirer de la valeur et la revendre par la suite. Et donc, en fait, quelque chose qui, moi, je trouve est très beau, qui dit si je mets de la data à disposition de tout le monde, tout ce que vous allez fabriquer à partir de cette data devra être à disposition de tout le monde. C'est quelque chose d'à la fois très beau et en même temps qui nous bloque dans le développement économique, dans le développement des solutions pour encore aller plus loin. Donc c'est quelque chose qui a des avantages et des inconvénients, mais donc parlant pour ma paroisse et celle de mes collègues qui sont dans la salle, eh bien finalement de laisser ces licences ensuite à la personne qui va les extrapoler, enfin les exploiter et en tirer des richesses, eh bien ça nous permet, nous, d'aller encore plus loin. Voilà. Merci Chloé. Je vous propose de terminer chacun par le mot de la fin, soit pour répondre à Chloé ou reprendre
une des interventions de la salle, ou tout simplement rappeler une de vos convictions fortes, ou une alerte, ou attirer l'attention sur, puisqu'on parle de potentiel de la Green Tech, sur un des aspects de la data qui vous tient à cœur. On peut le faire dans un ordre différent. Qui souhaite démarrer pour ce mot de la fin, puis vous pouvez prendre quelques minutes. On va pas se prendre la tête avec le protocole et on va reprendre le même ordre, enfin, ou alors pas. Non, ça permet de savoir qu'on n'a pas répondu à tout. Il y avait des choses sur les levées de fonds et les ICO sur la partie blockchain auxquelles on n'a pas répondu, mais comme je faisais partie de la bande des crypto-députés, enfin c'est ainsi qu'on avait été qualifié dans le cadre de la loi Pacte. Je pense qu'on a pris des dispositions. Je ne sais pas si on est compétitif avec le canton de Zouk ou d'autres places qui avaient fait figure par le passé de places fortes, ou en tout cas très soutenant l'innovation sur la partie crypto. Mais je crois que oui. Enfin, en tout cas, les échos que j'avais à quelques étages d'ici à Bercy, c'était qu'on avait plutôt un cadre réglementaire assez sympa en vrai et plutôt attractif. Ça s'est pas forcément traduit par beaucoup d'opérations, mais voilà. Il y a encore eu des choses qui ont été portées, moi sur la partie ICO, mais dans le cadre du projet de loi de finances de cette année. Je vais pas répondre aux appels du privé, mais ils sont légitimes hein, sur la partie finalement licence, enfin ou licence et la façon dont on met à disposition les données. Honnêtement, on a été interrogé sur le sujet au travers du rapport et notamment sur le sujet de données d'intérêt général. Alors je sais bien que tout le monde a retenu le 3e étage de l'arme nucléaire qu'on a souhaité voir mettre en œuvre, qui était la possibilité pour la puissance publique de réquisitionner les données, comme il réquisitionne aujourd'hui les biens et les services. Je vous rassure, c'est pas tous les 4 matins et c'est très encadré. Mais on s'est dit que, quitte à rénover le droit, il fallait lui intégrer une notion qui n'existait pas au moment où on a écrit ces choses-là, autour des biens et des services. Chacun aurait pu apprécier d'ailleurs que quand arrive une pandémie, on ressort du vieux vocabulaire sur les commerces essentiels ou pas essentiels, qui correspondent probablement à des problématiques qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines d'années, et donc de la nécessité parfois de rénover le cadre législatif. Enfin, je vais terminer sur une chose, parce qu'ils sont pour certains présents dans la salle, de ces équipes qui m'ont accompagné pendant 6 mois dans une belle aventure humaine qui était l'élaboration de ce rapport. C'est dire que c'était pas peine perdue, parce que, alors hormis le fait que des fois ça vous fait une ligne de plus sur Wikipédia, c'est très sympa, mais c'est pas ça qui fait une carrière en politique. Il y a eu une suite. Ah, j'ai été hacké. Non. Il y a eu une suite véritable à ce. Il y a eu une. Non, je pense que c'est parce qu'il y a un time out à midi. Il y a eu une véritable suite à ce rapport. Et que ce soit des sujets d'acculturation ou de partage politique, aujourd'hui je me félicite que dans chacun des ministères ait désormais une feuille de route, que de choses aient déjà été traduites par différentes circulaires tout au long du printemps, et que bref, cette aventure de la libération, du partage de l'accès, de l'ouverture de la donnée, ouais, bah, tant pis pour ceux qui sont, qui sont en ligne. Il y en avait 4 là. Non, c'était... On avait une jauge. Écoutez, on leur dira ce que tout le monde a entendu ici. Voilà, passez une bonne fin de journée. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter 2 choses. Premièrement, et un peu en rebond à ce que dit Chloé, qui me paraît vraiment très important sur la question des modèles économiques. Je vous disais en introduction que j'avais plein de souvenirs dans cette salle. Et un des souvenirs les plus forts, c'est en fait les premiers vœux de la French Tech qu'avait porté à l'époque la ministre Fleur Pellerin, qui était ma ministre, j'étais son directeur de cabinet. En 2014, ça ne nous rajeunit pas. Et il y avait une énergie complètement dingue. Voilà. Et je pense que la French Tech, c'est quand même un truc vrai, fort, qui a été bien rappelé par le ministre ce matin. Et nous, pouvoir public, je pense qu'on doit avoir une attention particulière pour cette French Tech. Et notamment, il y a beaucoup de dispositifs de soutien, et c'est très bien, mais je crois que notre première responsabilité, notamment dans les établissements publics, dans les acteurs publics, c'est de donner du marché aux startups. Je crois que c'est quand même un élément très important. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous avons d'énormes défis en termes d'IA, de reconnaissance automatique, à l'IGN, parce que nous avons un gros projet qu'on a appelé Cartographie de l'Anthropocène, vaste programme, de mesurer tout un tas de changements rapides du territoire, et on va avoir besoin massivement d'IA, on va avoir massivement besoin de start-up et d'innovation, et moi je souhaite qu'on puisse travailler avec vous, donc, et ça fait le lien avec mon 2e point,
venez voir les équipes de l'IGN. Donc j'en vois 4 là-bas, si vous pouvez lever la main. Laurent, Maha, David, Dominique, voilà. Voilà, qui sont présents. Vous pouvez aller discuter avec eux. Voilà, non seulement je suis content que vous puissiez nous faire des retours sur l'utilisation de nos données, etc., mais j'ai aussi besoin de vos bras pour craquer des problèmes de politique publique qui sont essentiels pour qu'on ne soit pas victime d'un syndrome de la grenouille où on ne verrait pas le changement climatique, mais qu'on soit vraiment en capacité de le mesurer et d'apporter des informations dans le temps qui nous permet, effectivement, qui permet à la puissance publique de réagir. Voilà, merci. On garde l'ordre comme l'a proposé comme ça. Chloé peut conclure et c'est une bonne chose. D'abord, un petit remords parce qu'il y a une question qui n'a pas eu du tout d'élément de réponse. C'était la question sur la ville durable et Smart Cities, pour ceux qui préfèrent cette acception qui est pourtant un peu différente. C'était vous, monsieur, pardon. Il y a une stratégie d'accélération au titre du programme du plan d'investissement d'avenir sur ce sujet. Alors, je ne suis plus tout à fait au clair sur est-ce que les premiers appels à projets sont sortis. Je crois que oui, mais j'en suis pas tout à fait certain. Et si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Je pense que c'est vraiment un des vecteurs voilà, à signaler et sur lesquels on va s'appuyer pour développer ce sujet. C'est un sujet qui est bien entendu porté par le ministère de la Transition écologique, pas directement par ma direction, mais au fond, dans la ville durable, il y a l'intégration de l'ensemble des flux et donc aussi des données et souvent des enjeux de la vie collective. Et donc la data est évidemment un élément clé. Et c'est vraiment dans cette stratégie d'accélération qu'il y a plusieurs centaines de millions d'euros de financement qu'on va innover et qu'on va avancer. Voilà, je voulais vous le dire et le dire à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet important. Deuxième point de précision, donc dans tout ce que je n'ai pas développé, d'actions qui sont conduites et qui se développent, il y a notamment le fait de stimuler l'achat public au service de l'innovation et de l'innovation dans le domaine de la transition écologique. Nous sommes en train de faire un tour de France pour voir en particulier les collectivités locales, mais aussi les établissements publics et les services de l'État en leur disant « vous avez des possibilités par le Code de la commande publique afin de vous lancer dans l'achat innovant et de valoriser les technologies, de co-construire avec des startups et pour passer, comme l'a dit Sébastien Soriano, mais je sais que c'est partagé par tous, passer des financements au marché et à la commercialisation de vos solutions et pouvoir aussi accrocher le fait que vous avez une référence publique qui souvent est aussi un accélérateur de valorisation et de sécurisation de vos solutions. Et enfin, je n'ai pas de réponse à donner à la question de Chloé, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à travailler et réfléchir, cette question des licences. Mais au fond, cette question de comment on passe du commun au bien privé sur lequel l'entreprise a apporté de la valeur ajoutée, ce n'est pas une question nouvelle. Prenons par exemple l'eau. L'eau est un bien commun et pourtant il est mis en bouteille, plus ou moins écologique d'ailleurs, très écologique ici. Et à ce moment-là, l'eau devient un bien privatif. Et donc il faut qu'on apprenne à traduire ça dans la donnée. Mais jusqu'ici, c'est plutôt un bien privé qu'il faut qu'on arrive à rendre commun. Alors, jusqu'où ne pas aller trop loin, je pense que la question doit continuer à être travaillée. Et au fond, c'est ça mon mot de la fin. Je pense que le point clé, c'est qu'on a encore besoin de monter en compétence sur la donnée. Nous, services de l'État, acteurs publics, mais je crois plus largement l'ensemble des acteurs économiques, notamment ceux qui sont peut-être moins engagés que vous dans les questions numériques. Et voilà, j'appelle vraiment de mes voeux cette réflexion partagée, cette montée en compétence sur la donnée. Merci. Merci Thomas pour cette réponse. Moi, je vais rebondir sur les deux choses que tu as dites en une seule. J'ai bien entendu que vous étiez prêt à passer, et c'est une conversation qu'on a eue tout à l'heure, plus de contrats avec nous et moins de subventions. On est tous, je pense, preneurs dans la salle de contrats. Voilà. Même si vous nous donnez plus de marché, on ne prendra même plus de subventions.
Et surtout, eh bien, puisque tu parles que les données privées doivent revenir dans les communs, eh bien, achetez-nous à tous nos données privées qu'on a fabriquées grâce à vos communs avec beaucoup de valeur ajoutée pour les remettre dans le bien commun. Et voilà. Merci, merci Chloé, merci à toutes et tous. Moi, je rajouterai une petite patte personnelle qui sortait d'ailleurs dernière certaines interventions. Je pense que c'est commun et ce moment particulier qu'on vit autour de la donnée ici pour la transition écologique, c'est aussi l'occasion d'embarquer les citoyennes et les citoyens dans tout ça et que cette innovation, cette réponse à cette urgence écologique qui passe par des défis technologiques, administratifs, mais aussi de modèle économique, ça ne se fasse pas sans eux. Enfin, j'y vois aussi un énorme potentiel de ce côté-là. En tout cas, encore merci et bravo pour vos interventions. Tout ça a été filmé, enregistré. Ça va être très, très utile pour nous. Merci beaucoup aux intervenantes pour vos propos. Et le cocktail qui vous attend peut vous permettre de continuer à parler de tout ça. Et sinon, on reprend ici à 14h avec la ministre Olivia Grégoire. Merci à toutes et à tous.